fondamentale, enfin en elle-même, pas en tant que je la fais, mais en elle-même assez fondamentale, parce que normalement, nous, évidemment, nous ne dirons pas tout, mais nous mettons en place dans cette conférence à peu près tout ce que l'on peut dire d'un point de vue philosophique sur la question politique. Et c'est justement l'occasion de vous dire en même temps que aborder la question politique est assez dangereux. Non pas parce que vous allez tous vous retrouver en prison à la sortie, assez dangereux parce que si vous comprenez bien ce que je dis, alors là évidemment ça peut louper, mais si vous comprenez bien ce que je dis, vous allez comprendre que vous avez, pas même seulement en tant que catholique, mais en tant qu'être humain, un devoir primordial et absolu d'agir, de travailler dans l'ordre politique, dont nous aurons précisé évidemment la nature. C'est-à-dire, là faites bien attention, la notion est discourir sur la politique n'a aucun sens si on n'est pas décidé à effectivement agir. Parce que précisément, comme l'ont expliqué, mis en place les philosophes, d'abord les Grecs, Aristote et puis d'autres, et puis les philosophes chrétiens qui ont suivi, la politique est une science au sens ancien du terme, une philosophie, si vous voulez, une philosophie pratique, c'est-à-dire qui est faite pour diriger l'action, et non pas, comme la métaphysique par exemple, pour contempler. Donc, la politique, ce dont nous allons détailler quelques premiers principes, c'est avant tout une lumière pour se mettre en route. Mais non seulement lumière pour se mettre en route, mais en même temps lumière, et c'est là l'aspect principiel qu'il faut donner, lumière qui vous montre, si vous êtes un être humain, vous devez vous mettre en route sur cette route. C'est justement cette question de la primauté du bien commun. Alors, le but, justement, de l'exposé ici, c'est de vous donner ces quelques principes généraux, et notamment cette question qui, bien comprise, c'est pour ça que ça sera ma dernière partie, une remise en place des rapports entre morale et politique. Souvent on oppose ces deux choses, parce qu'on a compris ni ce qu'était la morale, ni ce qu'était la politique. Mais si vous comprenez cela, tout de suite à la sortie, vous allez devoir commencer à discuter entre vous pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on le fait, et quels sont les premiers pas que nous allons avancer dans ce chemin du bien commun politique. Mais comprenez bien, en tout cas, qu'on ne fait pas de la politique comme on fait de la contemplation. La politique, on la pratique. Ça ne veut pas dire qu'on agit au hasard, il y a des principes. Mais, et c'est le deuxième point, ce qui expliquera aussi beaucoup de limitations dans ce que je vais dire, puisque là, moi, ce que je donne, ce sont les grands principes. Ensuite, on ne peut pas déduire l'action politique à partir des grands principes. Pour la plus grande partie, une fois que l'on a bien compris quels sont les principes de la politique, la plus grande partie de l'action politique est gouvernée, guidée dans ce que l'on appellera, j'en dirai un mot plus loin, la vertu de prudence, et la vertu de prudence politique discerne les situations particulières et les moyens particuliers à mettre en œuvre dans les situations particulières. Et cela, parce que la réalité humaine est pleine de contingences, l'être humain n'est pas lié à un pur déterminisme, eh bien cela ne peut pas se déduire de grands principes. Et tous ceux qui prétendent déduire l'action politique concrète, réelle, dans un pays donné, à une époque donnée, qui prétendent le déduire d'un ensemble de théories qu'il suffirait d'appliquer, ça c'est ce qu'il donne au sens péjoratif du terme, l'idéologie. Et l'idéologie qui justement réduit la réalité n'étant pas
en général pas tout à fait conformes à ce qui était prévu dans l'idéologie, on réduit la réalité, c'est-à-dire qu'on réduit les êtres humains, en général par la tête, mais dans notre civilisation ça peut être par ailleurs. Voilà, alors ça c'est une vue générale que je vous donne avant de commencer. Ça expliquera donc pourquoi je resterai assez limité, c'est-à-dire certains pourraient penser qu'on aurait préféré des conclusions plus concrètes, plus déterminées. Eh bien, ces conclusions plus concrètes et plus déterminées, ce ne sont pas justement des conclusions spéculatives, c'est l'action que vous allez entreprendre à l'issue de la conférence, enfin de l'ensemble. Bien évidemment, je ne veux pas tout mettre dans cette conférence-là, mais comprenez, c'est bien cela l'idée. Voilà. Alors, précisément, dans cette perspective de découvrir la réalité politique, l'expérience a montré que le point le plus délicat à mettre en place, c'est le rapport entre l'individu, la personne humaine individuelle et la question du bien commun. Du bien commun qui, lui, se réalise non pas au niveau d'un individu, mais au niveau d'un groupe d'individus que nous appellerons ici, pour employer un vocabulaire, donc je le prends dans ce sens-là, que nous appellerons la société civile. On pourrait dire la société politique, si vous voulez. Alors ne donnez pas un sens plus précis que cela à l'expression société civile ou société politique. Nous dirons par définition de mots, à peu près ici, c'est le groupe d'individus au niveau duquel, de fait et concrètement, se réalise le bien commun. Et comme vous l'avez compris dans ce que je disais tout à l'heure, ça peut être variable à des époques variables ou dans des civilisations variables. Donc c'est uniquement pour notre vocabulaire. Alors, la difficulté de mettre en place simplement ce point de départ, donc personne et bien commun, c'est précisément que d'un côté, c'est bien la personne individuelle qui semble la réalité la plus haute parmi les choses créées. Là aussi, je dis choses créées, les choses de l'univers que l'on peut observer. Et d'un autre côté, tout ce que nous allons développer dit et semble dire que le bien commun est supérieur et plus important que le bien privé, c'est-à-dire le bien de la personne individuelle. Alors vous voyez la difficulté, enfin j'espère que vous voyez la difficulté, parce que si vous ne voyez pas la difficulté, évidemment, je vais avoir l'air un peu de brasser des choses inutiles. Si vous ne voyez pas qu'il y a une difficulté entre d'un côté reconnaître que l'être, la réalité la plus élevée dans les choses créées, c'est la personne humaine, donc individuelle, et que d'un autre côté, ce qui est le plus haut, c'est non pas le bien privé, donc le bien d'une personne, mais c'est le bien commun. Alors, il y a différentes façons d'aborder la question, et le débat a été très chaud pendant on peut dire au XXe siècle, même parmi les auteurs qui se sont voulus fidèles à la philosophie classique et à la doctrine de l'Église. Si bien que là aussi, je vais donner des noms de théories pour identifier ça. Petit à petit, donc au cours du XXe siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, est apparu un système qu'on a appelé le personnalisme, et qui a insisté sur le premier point, c'est-à-dire, dans la réalité, ce qui est le plus élevé, c'est la personne humaine individuelle. Donc, en définitive, tout doit être ordonné à la personne humaine. Et donc, mis en état de système, on a appelé ça le personnalisme. En fait, le personnalisme est une réalité beaucoup plus vaste, mais par rapport à notre point, nous pouvons le dire comme ça. Parmi les noms, enfin connus, mais que vous ne connaissez peut-être pas, mais l'un des auteurs qui a bien pris à son compte cette expression, c'est Emmanuel Mounier. Si ça ne vous dit rien, vous
vous irez voir dans Wikipédia ou d'autres choses comme ça, qui avait fondé la revue Esprit. Donc là, je parle pour la France, c'est parmi les auteurs catholiques, c'est des mouvements qui ont été beaucoup plus vastes. Et pour une certaine mesure, on pourrait discuter indéfiniment, donc je ne fais que citer le nom, sans insister, mais beaucoup pensent que Jacques Maritain a également élaboré sa pensée politique dans cette perspective du personnalisme. Donc, voyez bien, dans cette analyse, c'est, en définitive, on retient le premier aspect dans les êtres réels qui existent, le plus haut, et nous redirons que c'est vrai, c'est la personne humaine. Donc, finalement, quoi qu'il en soit de tous vos discours, tout doit être ordonné à la personne humaine. Et puis, donc, l'autre aspect qui dit, attention, depuis tous les temps où notre civilisation remonte, et depuis les Grecs, depuis Aristote, depuis les grands philosophes chrétiens du Moyen-Âge, et pour une part l'enseignement de l'Église sur ce sujet, je dis pour une part parce que, mais je ferai une petite mise au point tout à l'heure, justement, dans toute la période de la civilisation chrétienne, quand il y a eu des royaumes chrétiens ou des États chrétiens, l'enseignement de l'Église l'a laissé aux docteurs. Saint Thomas et l'Église lui a dit, vous voulez savoir quel est ce que je pense sur ce sujet, allez lire Saint Thomas, comme ça vous le saurez. Ça c'est un point quand même, si je vous le dis dès maintenant, il faut bien faire attention que le fait que les papes fassent beaucoup d'encycliques, beaucoup de textes, c'est un phénomène tout à fait récent. Ce n'est pas inhérent à la réalité de l'Église. Et ça peut être parfois trompeur, en ce sens que, même en multipliant tous les textes donc, des papes, du magistère, le but n'est jamais de donner une synthèse. Un pape s'exprimant dans une encyclique ne donne pas une synthèse de la théologie ou une synthèse de la philosophie chrétienne, ou même de la philosophie naturelle. Là, pour les synthèses, ce sont les docteurs, ceux qui ont justement élaboré à coup d'arguments. Donc c'est aussi une erreur de vouloir chercher la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église, uniquement dans les textes du magistère. Et à l'époque moderne, il y a eu un peu cette tendance qui s'est faite. Donc n'oubliez pas de ce point de vue-là, l'Église, depuis longtemps, nous renvoie, pour le détail, les arguments, de la mise en place, nous renvoie à un certain nombre d'auteurs dont elle a reconnu qu'ils avaient particulièrement bien exprimé la doctrine, et en particulier saint Thomas d'Aquin, qui lui a écrit en théologie, mais aussi en philosophie, et même en philosophie politique, qui est notre objet. Alors donc, ceux qui ont reconnu, avec toute cette tradition, que non, attention, vous dites la personne, mais il y a bien primauté du bien commun, ont justement pris que... on n'a pas mis un isme pour les désigner, mais on les a désignés comme les partisans, tout simplement, de la primauté du bien commun. Il y a eu un ouvrage célèbre écrit par un Belge installé au Canada, sauf erreur de ma part, qui s'appelle Charles de Coninck, et qui avait écrit cet ouvrage de la primauté du bien commun contre les personnalistes. Et cet ouvrage, je vous le cite. Alors, cet ouvrage ne citait pas Jacques Maritain, mais la plupart des amis de Jacques Maritain ont compris, à tort ou à raison, que Charles de Coninck visait particulièrement sous le nom personnaliste Maritain. Ce qui fait que Maritain, qui était assez dédaigneux en général des attaques qui étaient faites contre lui, ça évite comme ça d'avoir à répondre aux objections solides, mais enfin, bon, c'était un de ses traits de caractère, disons, en tant qu'écrivain, mais donc n'a pas répondu, mais un ami de Maritain, un dominicain, Eschmann, a répondu. Mais Eschmann était beaucoup moins doué que Maritain, de sorte que dans sa réponse, il a, semble-t-il, un peu exacerbé ou caricaturé, mais sans vouloir le faire, oui, en pensant présenter la position de Maritain pour répondre à de Coninck, ben, il a taillé des bâtons pour se faire battre. Parce que, justement, tous les points un peu délicats sur lesquels la position de Maritain semblait, enfin,
semblait laisser une porte ouverte à la critique, il a dit, ben oui, c'est ça, et même j'en rajoute. Alors voilà, ça a fait le grand débat. Je vous signale que les œuvres de Charles de Koninck, y compris donc la primauté du bien commun, la réponse d'Eichmann, la réponse monumentale que de Koninck a faite, ont été rééditées il y a 2 ou 3 ans, et enfin vous trouverez ça en allant voir sur Internet. C'est édité d'ailleurs, il y a une double édition, une en anglais et une en français. Donc, voilà les 2 courants, primauté du bien commun ou primauté de la personne, disons, dans cette perspective. Alors, pour bien un petit peu mieux comprendre, mettre en place dialectique, si vous voulez, l'opposition, je vous donne d'abord pourquoi dit-on, pourquoi reconnaît-on, et c'est vrai que la personne est ce qu'il y a de plus haut dans les réalités créées. Eh bien parce que dans l'ensemble des êtres qui existent, quand on veut désigner les réalités, ce qui est le plus élevé comme type d'être, c'est ce qu'on appelle la substance, un sujet qui existe en lui-même. Et des substances, il y a des substances purement matérielles, disons les cailloux, ou même on peut dire, enfin on peut discuter, mais enfin des corps chimiques simples ou des choses comme ça, ce sont déjà des substances. Ensuite, des substances qui peuvent établir des relations les unes avec les autres. Bon, là, à ce niveau, je sais qu'on peut débattre et discuter, mais comme ce n'est pas du tout mon sujet, c'est uniquement à titre, on parlera de l'eau comme une substance, voilà. Et puis, dans les substances qui sont déjà plus facilement connaissables, ce sont les végétaux, bien sûr, et puis les animaux. Un chat, c'est une substance, un chien aussi, une araignée, voilà, une substance animale qui a en elle-même le principe de sa vie, de son mouvement et certaines opérations, comme nous en parlions plus haut. Et donc, parmi les substances que l'on observe, il y a aussi l'être humain, qui est un animal. Donc, chaque être humain est une substance, et cette substance est caractérisée, on a employé le mot l'autre jour, alors je peux l'employer sans crainte, est caractérisée par sa nature, la nature humaine, qui fait que cette substance qu'est l'être humain a des capacités d'agir tout à fait particulières que les autres substances, non seulement les cailloux et les liquides, mais même les autres animaux, ne possèdent pas. Ce sont ces 2 qualités supérieures, ces 2 capacités d'agir supérieures dont nous avons parlé l'autre jour, à savoir l'intelligence et la volonté. Par son intelligence et par sa volonté, l'homme, et lui seul parmi l'ensemble des substances créées, accède à la connaissance et à l'amour de l'universel, de ce qui dépasse toute réalité particulière, et en particulier, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans les conférences, accède et peut accéder à la connaissance de Dieu et à l'amour de Dieu dans la religion comme fin de toute chose. Et c'est cette capacité, donc, liée à sa nature, qui fait que l'homme est la réalité la plus élevée parmi les réalités créées. Donc, notez bien le point formel sur lequel nous allons pouvoir élaborer notre mise en place dans la suite. C'est en vertu de sa nature, qui est donc la nature humaine, possédant intelligence et la volonté, que l'être humain individuel, qu'on appelle la personne, cette substance-là, différente de la substance animale, que la personne humaine est la réalité les plus hautes. Et alors là, vous voyez bien, si on dit un groupe en tant que tel, même un groupe de personnes en tant que tel, même s'il peut y avoir des mouvements de foule, des processus, voyez, où l'individu se trouve justement absorbé, pour ainsi dire, psychologiquement dans un mouvement commun, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas, au sens propre, une intelligence du groupe et une volonté du groupe. L'intelligence et la volonté comme faculté spirituelle appartiennent bel et bien à l'individu et non pas au groupe. Voilà. C'est pour cela qu'il y a ce point de départ tout à fait vrai et réel de ce côté-là, que parmi les réalités créées, c'est bien la personne,
donc humaine. Quand on dit personne, c'est celui qui possède la nature humaine. Il y aurait les anges, mais comme cela n'entre pas dans notre examen d'études, je n'en parle pas ici, qui est la réalité la plus élevée. Voilà. Alors, une fois reconnu cela, saint Thomas, ça ne le fait pas du tout hésiter pourtant pour affirmer cette primauté du bien commun. Et je vous lis uniquement à titre d'exemple, parce qu'il y en a, je crois qu'on a fait un livre de plus de 300 pages uniquement avec des citations de saint Thomas, affirmant cette primauté du bien commun. Donc là, ne pouvant pas vous lire les 300 pages, je vous en lis une formule, ça vous donnera le point de vue général. C'est dans la Somme théologique. Et saint Thomas dit ceci: puisque n'importe quel homme est une partie de la cité, donc cité est employée dans saint Thomas pour cette société politique correspondant au bien commun, le groupe humain correspondant au bien commun. Puisque n'importe quel homme est partie de la cité, il est impossible qu'un homme quelconque soit bon s'il n'est pas correctement proportionné, donc mis en rapport avec le bien commun. Et le tout, donc la cité, ne peut être composée que de parties qui lui sont proportionnées. Et donc, il s'ensuit qu'il est impossible que le bien commun d'une cité soit correctement réalisé si les citoyens ne sont pas vertueux, au moins par rapport aux choses qui concernent justement la cité. Et nous verrons que va s'introduire bientôt ce thème des vertus politiques, des vertus correspondant justement à la cité. Voilà, saint Thomas exprime souvent cette même doctrine dans une vue plus générale, à savoir, et ça il faut aussi que ça pénètre dans votre esprit, que le bien commun est plus divin, c'est l'expression que saint Thomas emploie, plus divin que le bien particulier. Et c'est important à noter parce que c'est à partir de là que l'on peut saisir le pourquoi de cette affirmation. Parce que plus un bien est commun, plus il est, par définition, si je puis dire, plus il est apte à se répandre, c'est-à-dire à être bien pour une multitude de sujets. Or, cette aptitude à se répandre pour un bien, c'est ce qui le caractérise comme bien. C'est-à-dire que Dieu lui-même est bien pour tout, pour toutes les créatures. Le bien, absolument parlant, c'est Dieu. Et ce qui fait qu'un bien est élevé dans l'ordre du bien, c'est sa capacité intrinsèque à venir perfectionner un plus grand nombre ou une plus grande qualité de sujets. Alors il y a là un critère, voyez, qui va permettre de déterminer, cette fois, non pas simplement par une définition, mais par un examen de la réalité qui va permettre de déterminer qu'est-ce que c'est que le bien commun et corrélativement de déterminer qu'est-ce que c'est que le bien privé. C'est pas simplement un décret, c'est pas que je mets sur une certaine réalité le chapeau bien commun et puis sur une certaine autre le chapeau bien privé. C'est la nature du bien considéré qui va faire que par lui-même il est du type bien commun ou bien davantage commun. Et puis la nature de tel autre bien qui va faire qu'il est de type bien privé ou, parce que nous allons le préciser, entre le bien purement privé et le bien absolument commun, il y a toute une hiérarchie de biens de niveau intermédiaire. Alors, je commence à vous mettre en place cette différenciation donc du bien commun et du bien privé
en l'appliquant tout de suite au cas de la personne humaine. Donc nous sommes partis, nous avons reconnu que, effectivement, dans les réalités qui existent, la plus haute, en vertu de sa nature, c'est la personne humaine, parce que, justement, sa nature, par l'intelligence et la volonté, lui donne accès aux réalités les plus hautes, et en particulier à la connaissance de Dieu comme fin de l'univers. Et précisément, le bien, il y a un bien commun pour les êtres humains, parce que les êtres humains, d'une part, ont la même nature, la nature humaine, et que cette nature les ouvre sur les réalités supérieures que sont la connaissance du vrai, la connaissance du bien et la capacité de rechercher le vrai et le bien. Toutes ces réalités qui sont en elles-mêmes vraies et universelles, puisque la vérité et le bien situé en Dieu comme source des choses, n'est pas dépendante des opinions des uns ou des autres. Donc ça, c'est le point de vue supérieur. Le vrai, le bien, on pourra rajouter le beau, mais c'est un petit peu plus délicat, parce que lorsque l'on parle du beau, bon, là je sais que c'est un domaine où tout le monde, personne n'est d'accord avec moi, ils ont raison parce que je suis aveugle dans ce domaine. Mais de même qu'un aveugle peut arriver à parler de couleurs, si on lui a un peu expliqué, donc je vais essayer de vous dire cela. Non, malgré tout, le beau, tel qu'il se réalise dans les civilisations, c'est une incarnation du vrai et du bien à travers des réalités sensibles. Et à partir de ce moment-là, il y a davantage de différenciation possible selon, mais justement, les divers groupes humains dont nous parlerons tout à l'heure, les diverses histoires humaines, pour le beau que pour le bien et le vrai. C'est pour ça que je mets plus particulièrement en avant le bien et le vrai. Le bien, entendez donc les réalités les plus hautes, Dieu lui-même comme source de l'univers, et puis les vérités à contempler. Attention, ce n'est que le point de départ là. Avec tout cela, je n'aurai pas du tout ni une société politique, ni le fait que l'homme, qu'il y a cette primauté du bien commun par rapport au bien privé, parce qu'on pourrait dire, bon, bien sûr, le bien, c'est-à-dire la connaissance du vrai, la connaissance de Dieu et la pratique qui s'ensuit, tout au moins la détermination des vertus morales, eh bien, je peux le découvrir tout seul, je peux le mettre en œuvre tout seul, et donc ça ne suscite pas une société politique. Eh bien, justement, il faut revenir les pieds sur terre, c'est que d'un côté, ce qui est vraiment le bien le plus haut pour l'homme sont des réalités élevées et par elles-mêmes communicables, le vrai est communicable à tous, mais d'un autre côté, un être humain tout seul, un individu, pour de multiples raisons de faiblesse, de temps, qui sont liées donc à sa nature, cette fois sensible, un être humain tout seul est complètement incapable d'y atteindre. Le véritable bien, la connaissance et la pratique des vertus qui font que les hommes ne sont plus esclaves de leur sensibilité, mais soumettent justement leur sensibilité, je ne dis pas la détruisent, mais soumettent leur sensibilité à la raison et à la volonté, et puis la connaissance de ce qui est vraiment bien pour l'homme, ou même vraiment beau pour l'homme, ou tout simplement vrai, et donc comme objet à contempler, tout cela, l'expérience humaine universelle le montre, eh bien demande du temps, de la paix, une transmission de siècle en siècle dans un groupe humain considéré pour se constituer. Il a fallu, d'abord cela n'est pas spontanément partout, si on prend la question un peu philosophique, le développement sans nier que dans d'autres civilisations il y a eu des éléments de réflexion humaine, mais le point de départ d'une véritable réflexion philosophique élaborée avec l'usage critique de la raison, c'est né en Grèce.
C'est pas né sur tous les coins de la Terre. Il y a eu ici ou là, il y a eu de la civilisation en Chine, en Perse, et encore dans d'autres régions. Mais enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui jaillit comme la mauvaise herbe dans nos jardins. Voilà. Et donc, c'est un bien extrêmement précieux. Et même cette réflexion philosophique qui est née comme cela en Grèce, il a fallu encore de nombreux siècles, et la civilisation chrétienne qui a accueilli ce point de départ de la réflexion philosophique, la civilisation chrétienne au Moyen-Âge l'a accueilli, lui a donné un nouveau développement. Si vous comptez, si vous voulez, de Platon jusqu'à saint Thomas d'Aquin, c'est pas pour dire qu'il n'y avait absolument rien avant, ni absolument rien après, mais ça vous donne une idée de la durée nécessaire pour qu'une chose encore relativement repérable, parce que c'est plus facile de repérer le développement philosophique, je ne dis pas que le bien commun soit uniquement le développement philosophique, loin de là, mais c'en est un élément, eh bien, il a fallu, vous voyez, mettons 4e siècle avant Jésus-Christ, 13e siècle, 17 siècles. Donc un individu humain tout seul, il n'a pas 17 siècles à sa disposition. Et pourtant, réellement, objectivement, c'est bel et bien ce bien commun, enfin,